Ok, c'est parti. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. On est ensemble pour 45 minutes. On va vous partager notre retour d'expérience sur la mise en place d'une data platform pour le compte d'Agro Mousquetaire et en quoi l'approche patrimoniale de cette data platform va permettre d'accélérer les futurs cas d'usage d'Agro Mousquetaire. Alors moi, je me présente juste, Antoine Migère, je suis Practice Manager Data chez James et je vous laisse Ismaël se présenter. Et donc je suis Ismaël Colnet, directeur des systèmes d'information pour Agro Mousquetaire. Alors sans doute connaissez-vous nos magasins Intermarché et Netto, mais peut-être ignorez-vous qu'au sein du groupement des Mousquetaires, nous disposons d'un pôle industriel intégré, ce qui nous vaut ce modèle unique producteur et commerçant. Agro Mousquetaire est le trait d'union entre l'aval et agricole, le monde agricole, et le monde de la grande distribution. Et c'est réellement un pilier de différenciation majeur du groupement des Mousquetaires vis-à-vis des autres distributeurs qui, eux, ne produisent pas. Agro Mousquetaire est un acteur majeur de l'agroalimentaire. Merci. Les joies du direct, comme il dirait à la télé. Nous disposons de 56 unités de production sur le territoire français. Nous avons un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, ce qui fait de nous le 5e acteur industriel agroalimentaire en France. Mais notre particularité, c'est que nous sommes un fabricant de marques distributeurs et c'est un créneau sur lequel nous sommes le premier acteur en France. Nous sommes une organisation d'11 000 collaborateurs et nous avons, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans notre vocation de trait d'union entre le monde agricole et la grande distribution, nous avons un réseau de partenaires agricoles d'environ 15 000 agriculteurs et exploitations qui travaillent avec nous. Voilà. Notre organisation est décomposée en 6 pôles de performance, elle-même décomposée en 13 filières d'activité. On trouve dans notre organisation... C'est important, je vais laisser la pause. Olé. Bravo à lui. Bravo à lui, mais pourvu qu'on le retrouve. Donc, je disais, excusez-moi, 6 pôles de performance, 13 filières d'activité. Nos 6 pôles sont le pôle bœuf avec comme filière le bœuf traditionnel et les produits élaborés. Nous disposons également d'un pôle porc avec une activité assez équilibrée vis-à-vis du pôle bœuf où on traite du porc frais et des activités de charcuterie. Nous avons un pôle mer avec une particularité et je vous dirais même une singularité, c'est que nous pêchons nous-mêmes nos poissons avec nos 23 chalutiers. Dans ce pôle, nous traitons également de dérivés produits de la mer. Nous avons un pôle saveur qui, comme son nom ne l'indique pas, traite essentiellement d'activités d'embouteillage, de lait, de vin et de boissons non alcoolisées. Un pôle végétal réparti sur 2 filières, céréales et culinaires. Et puis enfin, un pôle circulaire, autre pôle particulier qui a une activité non alimentaire, mais qui a notamment une filière de valorisation de l'ensemble de nos déchets industriels. Nous fabriquons, pour illustration de ce propos, sur base des graisses animales issues de nos laboratoires, des biocarburants qui alimentent nos flottes de camions. Voilà. Et comme vous le voyez sur la carte, nous avons une présence exclusive en France, mais si notre barycentre est essentiellement dans l'ouest, et notamment en Bretagne, Normandie, nous avons un éclatement sur l'ensemble du territoire. À mon tour de vous présenter James. Moi, j'aime bien citer le PDG de Renault, Luca De Meo, qui avait affirmé, lui, en 2021, lors de son plan Renaulution, que d'ici à 2030, grosso modo, 20% des revenus du constructeur proviendraient des services de la donnée. En fait, là, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas tant la capacité que Renault a à fabriquer de nouvelles voitures, de nouvelles gammes de voitures. A priori, l'ensemble des constructeurs automobiles ont ce savoir-faire. Le facteur vraiment différenciant, ça va être la capacité à justement proposer de nouveaux produits data, de nouveaux services data. Et donc, dans le cadre de l'automobile, notamment autour de la mobilité, des smart cities, de l'efficacité opérationnelle, de l'efficacité énergétique. Et donc, c'est ces facteurs-là qui vont pouvoir différencier un constructeur automobile plutôt qu'un autre.
Et en fait, ce paradigme, c'est vraiment le cœur d'activité de James. On s'inscrit vraiment là-dedans. C'est dans le sens où, en tant qu'industriel de la donnée, nous, on a pour mission d'accompagner nos clients, justement, dans la constitution de leur patrimoine de données, dans leur exploitation, justement pour être en capacité de pouvoir produire leurs futurs produits data, dans l'objectif justement d'avoir ce facteur différenciant dans leur business model, dans leur activité qui est propre. Et donc, c'est assez naturellement qu'on a construit notre offre d'approche patrimoniale et de mise en place d'une data platform autour de 3 piliers. Donc, on est en capacité de créer ce patrimoine de données au travers de l'acquisition d'un ensemble de sources diverses et variées, en passant par la mise en place une gestion de cette data platform, venir y apposer des briques de data gouvernance, data knowledge, DevOps, SysOps, un socle technique robuste. Et une fois qu'on a constitué cette data platform, eh ben, on accompagne également nos clients dans l'aspect exploitation de cette data au travers de nouveaux services data, qui peuvent être des services digitaux, des services analytiques ou des services à base d'intelligence artificielle. Et c'est notamment un peu la vague en ce moment à base d'IA générative. On n'a pas nécessairement aujourd'hui tous les cas d'usage identifiés, mais l'idée de la data platform, c'est d'avoir la data disponible. Et quand le cas d'usage se présentera, on sera en capacité de le traiter rapidement. Okay, et pour accompagner grosso modo l'ensemble de nos clients, on est déployé un peu partout en France, comme vous le voyez, mais on a un objectif au fur et à mesure que nos clients se déploient, on essaye de déployer avec eux en Europe principalement. On a des agences à Bruxelles, en Espagne, en Suisse, en Roumanie, etc. Ok, bon maintenant revenons au vif du sujet. Je sais que vous mourrez tous d'impatience de savoir exactement qu'est-ce que le projet a donné, comment il a démarré, qu'est-ce qu'on a pu réaliser. Donc pour ça, pour tous ces détails, je vous laisse entre de bonnes mains. À toi Ismaël. Alors, comme vous l'avez entendu il y a quelques minutes, Agro Mousquetaire se constitue de 56 unités de production, auxquelles on peut quand même malgré tout rajouter une quinzaine de centrales de distribution, ce qui nous fait effectivement un parterre assez important à gérer. L'ensemble de ce parterre a été construit au gré d'acquisitions successives par le groupement des Mousquetaires de différents assets industriels, quelques usines que nous avons construites en propre, mais globalement, l'ensemble de nos usines venaient précédemment d'horizons divers. Depuis une dizaine d'années, nous structurons Agro Mousquetaire comme une entité industrielle intégrée. Et nous sommes, je vous dirais, dans le temps 2 de ces structurations. Et depuis 2021, nous avons lancé une nouvelle étape de notre feuille de route que nous avons identifiée sous le slogan collectif d'avenir et qui porte un enjeu stratégique sous l'angle du SI, qui est la sécurisation, la rationalisation, la standardisation du SI en général et évidemment, dans les propos qui nous intéressent aujourd'hui, particulièrement de la data, sur l'ensemble de l'entité. On porte des enjeux au-delà de cette hétérogénéité qui est fruit de l'histoire, des enjeux d'obsolescence assez marqués d'un certain nombre de nos assets informatiques également, et notamment sur le pôle bœuf, qui, vous l'avez peut-être remarqué, est notre principal pôle d'activité, qui à lui seul génère 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui est une grosse maison dans la maison, et qui a disposé, avant le projet que nous avons mené ensemble avec James, d'une suite DataWare et outils de DataVis totalement obsolètes qu'il nous fallait complètement repenser. Alors évidemment, face à ce contexte-là et face à cet enjeu d'obsolescence, on aurait pu engager une simple migration technique, je vous le dirais. Mais pour nous, l'enjeu est bien plus grand, c'est de faire de cette première étape la première marche de la construction d'un ICI unifié pour Agro Mousquetaire et d'une solution data unifiée pour Agro Mousquetaire. Et donc de créer un nouveau socle d'architecture data globale pour notre entreprise. Ce qui nous a amené effectivement, et ce qui nous a engagé à réfléchir à la manière de mettre en œuvre spécifiquement cette plateforme data globale qui avait vocation avant tout et qui a vocation avant tout à servir nos besoins de pilotage centralisé et globalisé. Donc nos objectifs, c'était évidemment, vous l'avez entendu, hétérogénéité, obsolescence, de reprendre la main, de reprendre le contrôle sur cet asset primordial qui n'était plus maîtrisé,
de moderniser l'ensemble de notre architecture data, et finalement dans nos activités ça va bien au-delà, c'est l'ensemble du SI, de rationaliser l'existant. J'ai quelques chiffres en tête comme 72 environnements de data vis indépendants au sein de l'entreprise, donc forcément un ensemble beaucoup trop complexe pour le gérer de manière industrialisée et efficace. Et puis, évidemment, essayer de se projeter vers l'avenir et pas mettre un T0 à aujourd'hui, mais se dire quels seront les services de demain dont je devrais pouvoir bénéficier. On entend tous parler d'IA, on entend tous parler de Gen AI en ce moment, etc. Et de se dire quels sont les acteurs qui vont pouvoir me permettre, si évidemment ce n'est pas mon actualité d'aujourd'hui, demain me permettre de prétendre d'aller jouer sur ces terrains-là. Et donc, évidemment, nous sommes orientés vers une plateforme cloud à la suite d'un profond exercice de sélection, mais nous avons décidé de faire un move to cloud pour être dans ce jargon-là et d'aller sur GCP et évidemment de servir sans rupture de service les usages existants, mais également de nous projeter dans des futurs nouveaux services que nous pourrons industrialiser au travers de ça. Pour mener à bien ça, au-delà de Google, on a décidé de travailler avec James pour tout un tas de bonnes raisons, et notamment la méthode et les conseils qu'ils nous ont prodigués pendant toute la phase de sélection. Méthode que Antoine va vous décrire. Yes, merci Ismaël. Effectivement, dans tout bon projet, donc dans un projet de Move to Cloud en l'occurrence, on se doit de choisir une méthode. Et en l'occurrence, on a choisi l'agile parce que c'était plutôt bien adapté justement au contexte du MVP, du pôle buff, comme l'a évoqué Ismaël. Donc un périmètre bien défini. C'était aussi bien adapté parce qu'en fait on a une approche plutôt bien rodée de cette méthode dans le déploiement des data platforms qu'on a déjà pu mener par le passé chez d'autres clients. Et c'était aussi une volonté de votre part, en tout cas d'Agromousquetaires, de s'initier aussi à la démarche et d'initier leurs équipes à ce mode de travail. Donc pour dérouler le projet, le MVP, on a découpé notre intervention en 3 phases. Première phase, le design global de la solution. En fait, l'objectif, c'est de poser les grands principes architecturaux, notamment sur la base d'un audit de l'existant, des contraintes et exigences d'Agromousquetaires. La phase suivante, le setup, ça a été tout simplement la mise en pratique, la validation de ces grands principes architecturaux et la constitution du setup on va dire, de ce qui a été le squelette de la data platform. Et ensuite, assez naturellement, on a embrayé sur une phase de réalisation, donc de commencer d'initialiser cette data platform avec un modèle de données en ayant une approche patrimoniale. Je reviendrai un peu plus en détail sur cette approche spécifiquement. Sur, encore une fois, le pôle buff, avec comme double objectif de à la fois être en capacité de pallier les problèmes liés à l'obsolescence et de pouvoir également migrer les usages existants qui étaient sur cette stack obsolescente pour pouvoir faire un peu le POV quelque part de la data platform. Pour moi, je vois deux principaux avantages dans cette démarche. Le premier, c'était que, aussi bien côté équipe James que côté équipe Agromousquetaires, et au travers justement des différentes cérémonies agiles qui animaient l'ensemble des deux équipes, en fait, on a tenu, on va dire, un niveau d'implication, un niveau d'engagement des deux côtés, des deux parties, ce qui a fait que tout simplement la communication était suffisamment fluide, les sujets avançaient suffisamment bien. Et c'est ce qui a permis de garder effectivement un bon rythme tout au long du projet. Et deuxième avantage que j'y vois également, c'est justement de par cette approche itérative, le fait de pouvoir redimensionner, de relotir itération après itération, ça permet de quand même garder, ou en tout cas de recentrer le cap qu'on s'était fixé initialement. S'il y avait des divergences, on essaye vraiment de s'assurer qu'on était vers la cible technique et métier attendue. À la fin, à l'issue de ces 3 phases, on a déployé du coup une data platform sur le cloud Google. Donc là, vous pouvez en voir une vision schématique de son architecture logique. Grosso modo, on a décliné les espaces de stockage en 3 couches. Le raw data qui est plutôt sur la partie copie brute des données, historisation des données au travers de buckets GCS.
La partie data table, c'était plutôt là où vont être modélisés les objets d'entreprise, donc l'approche patrimoniale, encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard. Et côté data view, c'est la préparation, tout simplement la préparation des données pour venir servir les cas d'usage qui avaient à migrer depuis le service legacy, depuis le SI legacy. Sur ça, on y a posé un certain nombre de briques. L'ETL qui permet l'alimentation des différentes couches qu'on a utilisé, c'est Talend. On y a posé effectivement aussi des briques de sécurité, monitoring et logging au travers des différents services de la plateforme Google. Et on a aussi déployé une brique DevOps. C'est ce qui me permet de faire le lien avec le slide suivant. Parce quand on est industriel, on se doit justement d'industrialiser jusqu'au bout les produits qu'on délivre. Et donc, comment on a fait? On a tout simplement implémenté un ensemble de scripts au travers de l'outil Terraform, qui est relativement commun, qui permet de faire de l'IAC, de l'Infrastructure as a Code. La finalité de cette approche, c'est tout simplement de pouvoir automatiser le déploiement, le redéploiement de la data platform et de l'ensemble des services, des briques qui lui sont constitutives. Donc, typiquement les éléments réseau, les éléments d'authentification, les bases de données, les comptes, etc. etc. Et l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir faire en sorte que cette data platform, pour Agro Mousquetaire, elle soit, on puisse la mettre à l'échelle, qu'elle soit scalable tout simplement, et qu'on puisse être plus dans une réactivité et de pouvoir anticiper plus facilement, on va dire, les process de déploiement. Pour en finir sur la démarche projet, ça c'est un Rex dans le Rex. En fait, on a un partenariat historique avec Google. Et justement, fort des différents projets qu'on a pu mener ensemble, en fait, on s'est rendu compte que un bon projet, en tout cas un projet qui marche, c'est quand on bosse à 3. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire et c'est ce qu'on a mis en place pour ce projet-là. Donc, on a bossé depuis le début avec Google, Agro Mousquetaire et James sur l'ensemble du projet. Comment ça s'est traduit concrètement? En fait, pendant les phases de design et setup que j'évoquais tout à l'heure, on a bénéficié d'un support d'une équipe dédiée côté Google, dont en fait l'objectif c'était tout simplement de s'assurer que l'ensemble des bonnes pratiques, des patterns d'architecture qui étaient proposés au regard du contexte d'Agro Mousquetaire étaient conformes à l'état de l'art, si on était dans la bonne direction. Toujours dans des ateliers, on va dire, d'échange tripartite, hein, bien entendu. Ça s'est aussi traduit par le fait que les ateliers de setup étaient co-animés par un expert de Google, donc également toujours dans l'optique de s'assurer que l'ensemble des manips correspondaient aux bonnes pratiques et faire en sorte que ces phases d'ateliers menées à 3 conjointement permettaient aussi un début de montée en compétence des équipes d'Agro Mousquetaire. Et finalement, de manière aussi assez globale, c'est que tout au long du projet, en termes de gouvernance, on avait systématiquement une présence de Google à nos comités, à nos instances, pour s'assurer de prendre en compte des sujets, si jamais il y avait des sujets qui relevaient de leur responsabilité. Donc voilà, ça impose un mode de fonctionnement un peu différent, en tout cas une transparence vis-à-vis des 3 acteurs, mais en tout cas, ça permet aussi de clarifier les responsabilités de chacun dans le projet. Et en tout cas, c'est ça qui a permis, couplé, je pense, à l'approche, une démarche agile, à faire en sorte qu'on se remette systématiquement en question, qu'on ne mette pas les choses sous le tapis et qu'on fasse en sorte que, en fait, on avance vers la cible qui avait été définie ensemble dès le départ. Ok, maintenant je vais faire un petit pas de côté. Justement, je voulais vous parler un peu plus en détail de l'approche patrimoniale qui est chère à James, en tout cas propre à James. Je pense que vous connaissez tous la notion de data-driven. Grosso modo, qu'est-ce que j'entends par data-driven? D'un côté, je vais avoir mes données. De l'autre, je vais vouloir créer de nouveaux produits data. Donc pour ça, tout simplement, je vais monter une équipe dédiée. Elle va regarder les datas disponibles. Elle va construire les flux de données pour venir alimenter le produit data, y apposer un certain nombre de règles de gestion et livrer ce produit data au métier correspondant, qui a été le commanditaire. Ok, deuxième usage, deuxième besoin exprimé. On va monter une deuxième équipe dédiée qui va avoir exactement la même démarche que la première. Elle va aller chercher les datas disponibles, elle va constituer l'ensemble de pipes de données, elle va y apposer
des règles de gestion qui potentiellement ne sont pas les mêmes que celles qui ont été implémentées dans le cas du premier produit data, et elle va livrer ce produit data à un deuxième métier, etc., etc., etc. Et on voit que dans l'idée, plus on avance au fil du temps, et plus on va accumuler, on va empiler la fabrication de ces cas d'usage-là. Et finalement, on va devoir consentir à faire un effort à la fois humain et financier pour pouvoir juste tout simplement maintenir en conditions opérationnelles l'ensemble de cette stack technique, parce qu'en fait, il n'y a pas eu spécialement de rationalisation, tout simplement pour faire tourner les usages qui ont été implémentés. Et d'autant plus que l'ensemble de ces usages, vu qu'ils n'ont pas forcément été réfléchis de manière rationnelle, ils ne vont pas produire forcément les mêmes résultats. Je suis sûr que ici, si je vous pose la question, il y a quelqu'un qui vous demande « Ok, produis-moi je sais pas, l'indicateur, le chiffre d'affaires du mois dernier sur telle entité », vous allez demander à 3 personnes, il y aura 3 chiffres différents. Parce que bien souvent, justement, il n'y a pas cette notion de rationalisation dans la production d'un service data. Donc c'est en ça où je pense que l'approche data-driven, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a une réelle appétence à vouloir consommer de la donnée et à produire de nouveaux services data. Mais on peut et on doit aller plus loin. Et c'est en ça où je voulais vous présenter justement l'approche data-centrique, qui, elle, n'est pas consumériste, mais qui a du coup une vision vraiment patrimoniale des données d'une entreprise. Et là, l'idée, tout simplement, le principe, le fondement de base, c'est que ce modèle, le modèle de données qu'on va vouloir constituer dans la data platform, il doit être à l'image du cœur de métier, du cœur d'activité, en l'occurrence d'Agro-Mousquetaire. Et donc, typiquement, on va modéliser ce qu'on appelle des objets d'entreprise, qui sont à l'image des objets qui sont manipulés dans les unités de production d'Agro-Mousquetaire, typiquement des articles, avec des notions de traçabilité associées à ces articles, des notions de points de vente, des notions de clients, des notions de livraison, etc. etc., etc. Et c'est ça qui permet, en fait, à moins que Agro-Mousquetaire change radicalement son business model, en fait, ces éléments-là, cette modélisation-là, elle restera vraie quoi qu'il arrive. On va pouvoir changer les sources en entrée, on va pouvoir changer les usages demain en sortie. Ça, le patrimoine de données, lui, il est agnostique des sources et des usages. Et c'est en ça où on a une vraie rationalisation. En tout cas, on a une approche qui est beaucoup plus pérenne dans le temps, dans l'usage et dans la mise en place du patrimoine de données. On va venir y apposer des briques de data gouvernance afin de pouvoir le qualifier, le fiabiliser au fil du temps. Et ensuite, c'est là qu'on va pouvoir se pencher plutôt sur la constitution des cas d'usage. Et on voit que là, on va être en capacité d'accélérer la constitution des cas d'usage parce qu'on aura une approche rationalisée, centralisée des informations métiers et donc du coup reflet des vrais usages, des vrais processus métiers de l'entreprise. Et donc rapidement, pour vous donner typiquement un exemple de ce que ça peut être, pour le périmètre du MVP, on a récupéré des données principalement des SAP, mais aussi d'autres sources de systèmes internes, de SI internes. On est venu récupérer, venir les stocker de manière brute dans la raw data. On a ensuite mis en place le corps modèle avec cette approche patrimoniale. Et on est venu y apposer un ensemble de data views, donc de cas d'usage, qui à terme pouvaient alimenter et être restitués au travers de ClickSense. OK. Et donc demain, eh ben en fait, on a typiquement une nouvelle source de données, typiquement le RP du Polmer Rorcal, je crois. Manta. Manta, pardon. OK. Du coup, bah, il y a une nouvelle source de données qui arrive, donc un nouveau format, raw data. OK, on va l'intégrer. Et bah, potentiellement, en fait, il porte les mêmes entités, les mêmes notions fonctionnelles qui sont déjà présentes dans le corps modèle. Donc soit on va enrichir rapidement le corps modèle, soit en fait, on va créer un nouvel objet d'entreprise qui va être relié, qui va venir enrichir ce corps modèle. Et finalement, on voit qu'on peut très rapidement venir plugger soit les nouveaux objets d'entreprise, soit l'enrichissement du corps modèle sur des usages existants, je vais y arriver, ou alors on va pouvoir tout simplement en créer des nouveaux. Le fait d'avoir cette approche-là, ça permet de ne pas réinventer la roue systématiquement, d'assurer toujours une fiabilité, un point de vérité sur l'ensemble des données qui sont centralisées dans votre asset data. Et donc c'est en ça qu'on va pouvoir être en capacité d'aller plus vite et on va pouvoir toujours maintenir un niveau, une capacité d'innovation vis-à-vis de votre patrimoine data. J'ai presque terminé, il me reste 2 slides et après je
je te laisse la parole. Il nous reste combien de temps, s'il vous plaît? Je pense qu'on est bien, vas-y. Bien, ok. Et donc en fait, ce que je vous montre ici, c'est concrètement cette approche-là, c'est ce que ça a donné sur le pôle bœuf. Vous avez un peu l'effet visuel d'un entonnoir. En fait, on est parti effectivement des raw data. On a collecté à peu près, je vous ai mis quelques chiffres, j'aime bien moi en tant que geek de la data. Donc quelques chiffres, grosso modo 83 sources de données. On est venu ensuite constituer ce qu'on appelle les data tables. En fait, c'est des entités fonctionnelles, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on est venu regrouper des notions fonctionnelles les unes avec les autres pour arriver au bout de l'entonnoir à ce qu'on appelle un objet patrimonial final de classe 2 pour les intimes. Et cet objet patrimonial-là, en fait, il contient l'intégralité des données à la maille granulaire la plus fine possible, et donc une donnée quelque part qui est prête à l'emploi. Et c'est ça là, un peu la force de cette approche patrimoniale, c'est qu'on a un objet final qui contient l'intégralité des données. On n'a plus qu'à aller plugger une vue sur cette source-là pour venir répondre à un cas d'usage. Et donc en termes de métriques, voilà, cet objet patrimonial, il fait à peu près 2500 attributs, il fait 30 à 40 millions d'enregistrements, donc peut-être même plus depuis. On avait fini le projet courant mai. Et alors je me suis un peu emballé, on m'a soufflé dans l'oreillette que ce n'était pas... En tout cas, on pouvait peut-être se dire qu'en termes de volumétrie, il y allait avoir des impacts sur la performance. En fait, pas tant que ça. Donc c'est pas de l'ordre de la seconde le chargement d'une data view, c'est plutôt de l'ordre de la minute, donc des grosses secondes, mais de l'ordre de la minute. En tout cas, voilà, ça reste tout à fait raisonnable de venir exploiter cet objet patrimonial pour venir charger des données dans ClickSense. Pour finir, est-ce que vous connaissez la différence entre une bonne data platform et une mauvaise data platform? La mauvaise data platform, la bonne data platform, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas juste un outil lambda pour venir récupérer l'ensemble de ces données, mais en tout cas, la vision de James d'une bonne data platform, c'est, si je fais le parallèle avec la vision de l'industrie, ça va être une usine qui va être capable de fabriquer l'ensemble de vos cas d'usage. Et donc, pour que cette usine elle fonctionne bien, il faut qu'il y ait un process de fabrication associé à cette usine-là. Donc, l'approche, la modélisation data-centrique. Il faut y apposer de l'IAC, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pour pouvoir être en capacité d'automatiser l'ensemble de ces composants, pour pouvoir, du coup, tout simplement accélérer le déploiement de vos futurs produits data. Et une bonne data platform, en fait, c'est quoi? C'est une data platform qui est utilisée, qui est prise en main par le client, en l'occurrence Agro Mousquetaires. Et du coup, il y a eu une phase, effectivement, où on a fait un ensemble de formations, de montée en compétences, d'appropriation de l'outil. Et donc, pour nous, le fait que ce soit une bonne data platform, c'est qu'elle soit utilisée, que demain, elle puisse être enrichie avec de nouvelles sources, avec de nouveaux usages et potentiellement de nouvelles perspectives, du coup. Et ça, ces éléments, merci Antoine, ça a été réellement une clé de décision pour nous. Cette approche patrimoniale qui nous permettait de désiloter nos datas pour converger vers des usages de pilotage qui allaient être tous confondus et tous homogènes. Je vous évoquais tout à l'heure un environnement applicatif d'environ 640 références applicatives différentes, dont 47 ERP. Voilà. Il nous fallait absolument trouver une démarche, une méthode sur laquelle on allait savoir capitaliser, sur laquelle on allait être en capacité de livrer un set de pilotage au niveau de l'entreprise Agro-Mousquetaires globalement très rapidement, avec cette problématique qui était une très forte hétérogénéité de nos data sources, très silotées. Et cette approche nous est apparue évidente et extrêmement pertinente dans ce contexte-là. Alors certes, il y a l'effort à produire le MVP, mais derrière ça, et avec toutes les démarches d'industrialisation qu'Antoine soulignait, ça va nous permettre effectivement sur ce même cas d'usage d'augmenter la surface de service de manière très rapide pour couvrir l'ensemble de notre champ d'action. Et puis évidemment, c'est l'autre élément mentionné par Antoine, sur une autre dimension, d'être capable aussi très rapidement de pouvoir étendre l'ensemble du champ d'usage de cette plateforme avec la réutilisation des mêmes principes. Mais au-delà de ça, tout ce que l'on vient d'évoquer, c'est
soyons très clairs, même si on a changé le design et changé l'architecture, on n'est que sur une finalité de reproduction de moyens de visualisation existants, ou en tout cas de finalités de pilotage existantes. Ce que l'on a découvert également, qui était un peu présent dans nos têtes, et je le mentionnais en intro, effectivement, GCP nous permet une ouverture vers des finalités d'intelligence artificielle, etc. On a découvert, tu en as fait mention Antoine, une capacité d'échange des flux d'upload et de download qui sont juste démoniaques, une capacité de calcul sur GCP qui est incroyable, tout un tas de sets d'outils additionnels comme DataStream, etc., qui nous permettent d'envisager du quasi-temps réel sur l'ensemble de la boucle entre nos systèmes. Voilà, donc il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager comme usage supplémentaire demain. Lorsqu'on est client, certes, les éditeurs sont nos amis, mais ils peuvent être aussi finalement nos empêcheurs de tourner en rond, ou en tout cas ceux qui nous immobilisent. Moi, j'ai une certitude, c'est que sans que, encore une fois, le modèle soit absolument conçu aujourd'hui, mais rien que sur la base de ce MVP qu'on a produit, on a l'ensemble de notre asset data commercial qui est désormais dans GCP. Finalement, que fait un outil de gestion de la demande? Il regarde juste les historiques de commandes et les historiques commerciales pour prévoir quelles seront les tendances commerciales et donc le profil de la demande marché de demain. Mais pour ça, aujourd'hui, on utilise des outils d'APS, Advanced Planning and Scheduling, etc., avec les problématiques license management, mise à jour, interfaçage et compagnie. Une des convictions qui commence à naître chez nous, c'est comment est-ce qu'on va déporter ce calcul en dehors de couches progicielles dont on n'est pas propriétaire, cette fois-ci dans le cloud, qui va nous apporter cette capacité à ajuster cet algorithme, mais aussi cette capacité de célérité d'échange. Comment demain une prévision va pouvoir affecter immédiatement en temps réel finalement nos activités de production, comme elle va pouvoir nous permettre de réordonnancer nos flux de production en quasi temps réel selon une évolution d'un contexte extérieur qui va venir l'influencer. Toutes ces réflexions qui valent sur le commerce valent également sur des aspects de pilotage de cash flow, sur des aspects de pilotage de la fabrication en elle-même, sur des finalités d'ordonnancement, d'optimisation de nos routes logistiques. Évidemment, ça demandera que l'on complémente notre patrimoine de données avec l'ensemble de ces données opérationnelles associées, mais c'est bel et bien le mouvement qui est engagé. La conviction que je porte, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on a besoin de servir des processus, aujourd'hui, on a tout un tas de systèmes transactionnels qui nous permettent de passer de l'opération A à l'opération B, etc., et d'engager tous les workflows de l'entreprise. Mais on a tout un tas d'outils dans notre patrimoine applicatif qui ne portent pas de processus réels, qui ne sont jamais que des supercalculateurs, et on a les outils d'assistance statistique, les outils de prévision, etc. Bon, là, il y a clairement un champ sur lequel nous, on va commencer assez rapidement à challenger l'opportunité d'envisager des alternatives à ces plateformes-là. Et puis, au-delà de ça, et ça, c'est probablement le step ultime, c'est de se dire que dès lors qu'on aura confectionné notre patrimoine, qu'on aura finalisé notre patrimoine complet, qu'on aura notre modèle de données totalement finalisé, probablement que ça nous permettra aussi de challenger l'approche progicielle complète par le fait de pouvoir tendre désormais, ou dans un futur que je ne sais pas positionner, mais qu'on étudiera, pour avoir une approche full microservice de bout en bout sur l'ensemble de nos processus métiers, basés sur une donnée centralisée dans le cloud, disponible en temps réel, et qui pourra vivre comme ça. Donc voilà, on a tout un tas de champs d'exploration qui nous restent à visualiser. En tous les cas, ça crée une motivation ou des perspectives extrêmement intéressantes qui dans ma qualité de directeur des systèmes d'information, me font complètement repenser la manière dont on va aborder la thématique du SI, la stratégie SI, dès aujourd'hui, mais certainement plus demain, eu égard aux nouvelles capacités qui nous sont offertes. Voilà, et puis si je suis là pour témoigner aux côtés de James, c'est parce qu'on est content de ce qui s'est passé, très clairement. Et ce qui a permis ce succès, un projet très rapide, un projet extrêmement enthousiasmant, un projet qui s'est déroulé exactement dans les conditions qui ont été contractualisées. Mais au-delà de ça, c'est un projet où mes équipes ont pris énormément de plaisir, et ça, c'est elles qui me le disent. Il y a eu beaucoup de fun, les échanges étaient transparents. Je pense qu'effectivement, comme l'a souligné Antoine, on n'était pas familier, et on l'avoue humblement, hein, des démarches agiles. On a tout géré en waterfall historiquement, et donc
ce pilotage du projet où on s'est très clairement laissé, on est monté dans le train et puis on s'est laissé conduire par James et cette conduite projet en mode agile, elle a porté ses fruits sur le résultat et elle a aussi, comme ça a été souligné par Antoine, permis un niveau d'engagement continu de l'ensemble des équipes qui ont vraiment eu le sentiment d'être co-constructeurs. Donc tout ça, ça a donné sur le duo Agro-Mousquetaires, James, et il est bon effectivement d'y associer Google qui a contribué également, l'idée d'une one team. Voilà, finalement, quand je débarquais dans les workshops, je ne savais pas qui était qui, ça foisonnait d'idées et c'était vraiment très très agréable à voir. Un côté, j'évoquais la motivation, il y a un vrai facteur de motivation quant à être capable d'être, ou en tout cas quand le job réside ou consiste à utiliser les dernières technos, celles qui sont le plus en vue, celles dont on parle actuellement. Quand on parle de Vertex AI, certes on ne l'a pas mis en œuvre, mais c'est des choses qui ont été touchées du doigt. Quand on parle de BigQuery, quand on parle de GCP simplement, voilà, il y a eu un vrai facteur émotionnel, je dirais presque individuel au niveau de mes équipes, et ça c'est très bien. Et puis au-delà de ça, James a une vraie facilité, une vraie aisance, une vraie capacité à appréhender ces technos et a su les transmettre à mes équipes. Et ça, c'était absolument parfait. La relation tripartite, j'en ai fait état, mais c'est clairement, et c'est pour ça que ça a été mis en dernier point de ce slide-là, ce qui a été selon moi le facteur clé ultime de ce succès. Il y a un point quand même qui n'est pas fait mention, qui n'est pas écrit ici, c'est que je vais revenir un peu dans un espace d'humilité. À l'origine, on n'avait pas d'autre ambition que de migrer notre asset, quoi. Enfin, je tiens à le dire. Finalement, l'approche data-driven, c'était ce qu'on s'apprêtait à faire. Clairement, on avait un asset obsolète, comment je le bouge ailleurs et comment finalement je le modernise. Mais voilà. Le facteur clé de succès qui nous amène à ce niveau d'enthousiasme aujourd'hui, c'est réellement tout le conseil qu'on a reçu de James, quoi, qui a su nous dire, alors que rien n'était engagé, les gars, vous vous trompez. En tout cas, on a plutôt à vous suggérer une approche différenciée. Ça ne vous coûtera pas plus cher, mais vous pourrez voyager beaucoup plus loin, quoi. Voilà. Et donc c'est par cet échange-là, je vous dirais, cette transparence, cette ouverture, qu'on y a trouvé absolument tout notre compte. Et donc voilà, c'est l'ultime, c'est le 6e, probablement le premier même, voilà, le facteur X qui a fait que ce projet a été une vraie réussite. Merci beaucoup Ismaël. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui. Là, vous avez indiqué que vous avez fait des objets d'entreprise. Vous êtes inscrit dans un type d'ingénierie pour modéliser ces objets. Comment vous avez fait l'approche pour pouvoir faire des modèles d'objets propres, du coup, au modèle agro-mousquetaire? En fait, ça, c'est traduit par tout simplement une connaissance, une expertise, une bible qui était finalement les équipes agro-mousquetaires qui ont, eux, l'habitude de manipuler l'ensemble des sources de données qui étaient à l'origine de ce patrimoine-là. Et bon de préciser que cette équipe était à la fois des équipes SI, évidemment, mais aussi le métier qui ont été engagés dans la démarche sur finalement quel était le mining de la data, comment ils l'utilisaient, à quoi ça servait. Et ça, je pense que ça a contribué à vraiment donner de la valeur et de la pertinence à ces objets, quoi. En tout cas, voilà, très humblement, moi, je n'avais vraiment aucune connaissance de SAP, typiquement. Et tout le monde ne parle pas le SAP couramment, sauf effectivement les équipes d'agro-mousquetaires, et notamment, ils parlent aussi d'autres langages. Et donc, c'est au travers de ces ateliers-là qu'on a été en capacité, justement, de pouvoir réconcilier fonctionnellement des données qui étaient, a priori, en tout cas, côté James, on n'avait pas cette vision-là. Donc c'était vraiment voilà, une approche plutôt classique d'atelier, de cadrage, pour pouvoir aboutir à cette modélisation-là. Merci. J'ai une question sur l'ordonnancement. J'ai vu que vous, dans les slides que vous avez présentés, vous avez utilisé Cloud Scheduler. Je sais que dans GCP, il y a Composer. Pourquoi vous n'avez pas utilisé Composer? Et également, c'est deux questions à la fois. Est-ce que vous avez utilisé du CI/CD dans votre architecture?
Alors, est-ce que je peux faire appel à mon joker ou pas? Est-ce que tu es OK pour répondre? Alors, du coup, je vous présente Mohamed, qui est Practice Manager également chez James et qui a été l'architecte, en tout cas, de ce projet. De rien. De la CI/CD, oui, mais pas forcément full GCP. C'est-à-dire qu'il y avait un existant en fait GitLab chez AgroM et l'idée c'était un peu d'allier un petit peu l'existant aussi à la nouvelle technologie GCP. Pour la partie Composer et pourquoi on ne l'a pas utilisé, c'est tout simplement en fait dans une optique FinOps, clairement, parce que c'est un service qui coûte assez cher et qu'on avait déjà un outil au fait qui savait très bien ordonnancer au fait de l'applicatif qui est Talend. Et il fallait juste compléter avec du scheduler. Talend n'a pas été mis en œuvre exclusivement dans cette perspective-là. C'est notre plateforme d'intermédiation globale qui existe. Donc je dirais, ça repose sur un bâti déjà existant qu'il fallait, tant qu'à faire, trouver le moyen de pouvoir capitaliser, quoi. Bonjour et merci pour la présentation. L'opposition qui est faite entre data-driven, data-centric, moi, elle me fait beaucoup penser, je suis un peu un vieux de la BI, en fait, aux deux courants de pensée qui étaient un petit peu opposés, qui s'appelaient la modélisation selon Inmon et la modélisation Kimball. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez, auquel cas on n'aurait pas forcément tout réinventé, mais du moins les choses évoluent, quoi, tout simplement? Je suis désolé, je suis passé sous un tunnel, je n'ai pas entendu. D'accord. Très honnêtement, je ne connais pas les deux notions de modélisation que vous évoquez pour le coup. Donc je ne saurais pas vous faire le parallèle avec ce que je vous ai présenté à l'instant. D'accord. Non, bah, c'était juste un petit clin d'œil. Moi, ça me rappelle, cela dit, des vieux souvenirs, mais je n'ai pas du tout la casquette de l'expert. In fine, vous l'avez compris, la vraie finalité pour nous, c'était d'éviter de devoir reproduire systématiquement de bout en bout pour un usage homogène et commun face à une situation de très forte hétérogénéité de nos sources, de pouvoir finalement travailler par palier et que par palier qu'il le nécessitait. Et ça, seule l'approche data-centric le permet, en décomposant les différentes étapes et en maximisant toute opportunité de reuse d'une ingénierie qui a été posée à une étape particulière. Voilà. Et effectivement, c'est ce qui oppose un peu l'idée des deux modèles. Si mes souvenirs sont bons, mais ça date. Moi, j'ai des cours à rattraper, alors du coup. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup.